Bonjour tout le monde, bon midi, bon début d'après-midi. Donc, aujourd'hui, Laurie et moi-même, en fait, on vous a préparé une petite présentation sur faire un plan de carrière. Puis, en fait, c'est Laurie Marlène qui a eu vraiment l'idée là, ça lui est venu. Fait que je ne sais pas si tu voulais dire un peu pourquoi ça t'était venu. Ben, très rapidement, en fait, on discutait au sein d'un comité de l'équipe dans les derniers mois, puis on se demandait qu'est-ce qui serait susceptible d'intéresser les étudiants dans l'équipe. Puis moi, je me suis souvenu qu'il n'y a pas si longtemps, quand je réalisais mon doctorat, ben, j'avais vraiment pris soin à un certain moment au début de mon parcours de planifier vraiment comment j'allais organiser les différents aspects de tout mon parcours au doctorat dans le but de réfléchir à un plan de carrière. Puis en discutant de ça avec Nathalie notamment, Nathalie m'a dit, ah ben justement, Maude a fait le même processus, donc on a décidé elle et moi, réfléchir ensemble aux principaux éléments qu'on avait voulu comme activement planifier en début de parcours euh, pour essayer de faire le meilleur plan de match possible en vue de certains objectifs de carrière qu'on avait respectivement. Donc, on a essayé de préparer une présentation assez, somme toute, assez courte, vous allez voir, dont le but est de faire ressortir les principaux éléments qu'on juge importants de planifier et de vous montrer très concrètement comment on s'y était pris pour faire cette planification-là. Donc, vraiment, d'essayer de vous montrer des outils qui pourraient vous être utiles. Peut-être que vous avez déjà sûrement, en fait, commencé de votre côté à placer certains morceaux. Parfois, on le fait de manière systématique, parfois non. Mais moi, je sais que quand j'avais débuté au doctorat avec ma collègue avec qui je partageais le bureau, on s'était fait un gros calendrier qu'on avait mis sur le mur. On s'était dit, on va le faire sur 4 ans. Puis là, on s'était dit, on va quand même se mettre une année de lousse. Fait qu'au final, c'était sur 5 ans. Puis on avait vraiment collé des post-it sur ce calendrier-là qu'on déplaçait au fur et à mesure. Euh, mais bon, aujourd'hui, les outils qu'on va vous proposer, vous allez voir, sont un peu plus techno. Donc, on s'éloigne des post-it, puis on s'approche de la planification dans des documents Word ou Excel. Puis vous pourrez adapter selon vos besoins. Fait que dans le fond, on va commencer par vous parler un peu des différents éléments. Puis à la fin, on va essayer de vous mettre un peu en action en vous donnant accès à ces outils-là, puis en vous proposant de commencer à placer certains de vos morceaux dans ces cases-là pour voir comment vous pourriez vous approprier ces éléments-là. Donc, je ne sais pas si ça vous va comme plan de match. Puis peut-être je rajouterais, tu sais, Laurie-Marlène dit tu sais, en début de parcours, on fait ça, puis c'est quelque chose qui peut se faire à n'importe quand dans le parcours, là. Tu sais, moi, je pense que je l'ai fait, j'avais déjà 1 an de doctorat de fait, donc ça peut être utile, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre parcours. Puis, tu sais, évidemment, comment vous l'utilisez, c'est propre à vous un petit peu. C'est une bonne précision, non? Puis ça peut être fait autant pour la maîtrise que pour le doctorat. D'ailleurs, Mhm. vous allez voir qu'on va vous présenter des exemples qui peuvent toucher les deux. Donc, on a choisi d'articuler un peu le plan de la présentation autour de 3 éléments. Un premier volet qui concerne davantage tout ce qui est le parcours académique, donc les études, et comment planifier votre projet de recherche à l'intérieur de tout ça. Donc, le cheminement universitaire, les cours à suivre, modalité temps plein, temps partiel, les grandes étapes du projet de recherche. Ensuite, un deuxième volet concerne les bourses, les subventions et les services à la collectivité. Donc, planifier les moments où vous allez déposer des dossiers de candidature pour des bourses ou des subventions étudiantes. Réfléchir à l'avance à votre plan de diffusion des connaissances. Donc, combien d'articles vous voudriez publier, sur quoi, comment faire pour publier des articles, à quel moment les prévoir, quel délai anticiper, et prévoir aussi des services à la collectivité. Et le troisième volet, c'est vraiment choisir un cheminement de carrière. Ce n'est pas nécessairement des éléments qu'on traite dans l'ordre. Tout ça se fait, ces 3 volets-là se font en parallèle. Mais quelles sont les possibilités d'emploi après les études graduées? Par exemple, si vous aimeriez postuler pour un poste de professeur, il y a peut-être les volets
du poste de professeur qui sont à considérer dans votre plan de carrière, donc service à la collectivité, recherche et enseignement, puis prévoir des plans A, B, C selon vos intérêts. Donc, on débute déjà en fait en vous montrant des exemples de plans sur 5 ans. Puis, en fait, là, je vous ai juste mis un petit comme aperçu finalement du mien de ce qu'il avait l'air quand je l'avais commencé en 2020. Puis là, évidemment, c'est juste la moitié parce que c'est un PowerPoint et qu'on ne peut pas tout voir. Mais le plan sur 5 ans, c'est vraiment un peu sous forme de calendrier, mais évidemment, ça pourrait être très diversifié. Ça pourrait être sous forme de texte, de points, mais bon, ça peut être plus utile aussi de le voir sur le temps. Donc, c'est vraiment une idée de placer les jalons de votre cheminement, vos buts, en fait, avec ce que vous voulez faire au cycle supérieur, ce que vous visez atteindre à la fin de tout ça. Puis en fait, pourquoi avoir un plan sur 5 ans? Ben, premièrement, ça sert à respecter les délais. Donc, évidemment, on voit plus dans le temps où est-ce qu'on est censé arriver à faire certaines choses. Par exemple, les demandes de bourse FRQSC, CRSH. Donc, ça peut aider à se préparer un petit peu plus d'avance quand on a ces grands moments-là qui arrivent. Ça permet d'obtenir une vision à long terme. Là, c'est sûr qu'on vous présente aujourd'hui un plan sur 5 ans. Si vous, vous êtes à la maîtrise, ben, peut-être que ça pourrait être un plan en 3. La maîtrise, ça dure 2 ans, puis après, vous pourriez voir qu'est-ce que vous voudriez faire après. Euh, le temps sur lequel vous allez le faire dépend de vous. Mais sur 5 ans, ça donne une bonne idée de, une fois que j'aurai terminé mes études, qu'est-ce que je prévois faire? Puis malgré que, disons, si j'ai pas un poste que je souhaite avoir, mais qu'est-ce que je peux continuer à faire des colloques, continuer à publier, tout ça, pour peut-être poursuivre dans la même visée tout de même. Et évidemment, ça sert à se fixer des objectifs réalistes. Donc, si vous voyez que dans votre plan, en janvier 2021, tout arrive en même temps, bon, ben peut-être que vous allez replacer votre article, votre idée d'article peut-être un mois après ou 2. Question de pas non plus en avoir trop sur les épaules et survivre à votre cheminement au cycle supérieur, ce qu'on souhaite à tout le monde, évidemment. Donc, ça, c'est un exemple du mien que je vais vous partager. Donc, on avait les dates là, avec les différents mois. Puis bon, là, c'est petit parce qu'évidemment, là, sinon, votre plan se met sur plusieurs pages. Et on avait des flèches de couleur qui, en fait, pour moi, représentaient les différents cheminements, pas les cheminements, mais les différentes étapes du doctorat. Donc, la collecte de données, la demande éthique, les analyses, le recrutement, ce genre de choses-là. Donc, c'est juste des indicateurs visuels qui peuvent vous aider à prévoir vos choses à vous en une seule vision. Je vous ai mis un lien ici. Probablement que vous connaissez The Professor Izin, qui est une chercheure, en fait, qui a été bien connue parce qu'elle a aidé beaucoup d'étudiants à avoir un emploi, finalement, de professeur. Il y a un livre puis un blog qui contient plein de ressources, mais ça peut, si jamais les informations qu'on vous dit aujourd'hui passent trop vite, ça peut être bien d'aller relire ici, juste pour vous le rappeler à un moment où est-ce que vous êtes un peu plus reposé. Donc ici, on a un autre exemple qui ne vient pas de moi, en fait, qui a été créé par une étudiante à la maîtrise que je supervise, donc Elisabeth Bélanger, qui a commencé à essayer de créer un prototype. Donc, elle a fait, là, on le voit en tout petit en ce moment, là, mais elle s'est fait un plan dans Excel où, au premier onglet, on voit l'ensemble du parcours général. Puis dans chacun des onglets là, que vous voyez en bas, donc scolarité, rédaction, emploi, bourse, implication, là, elle s'est donné la possibilité de prendre en note plus de détails. Donc, c'est ce plan-là que j'ai dépersonnalisé. Donc, vous avez déjà 2 exemples, puis en fait, on va y faire référence là, un peu tout au long de la présentation. Donc, vous pouvez déjà avoir en tête un exemple. Donc, on partait avec notre première thématique qui était études et projets de recherche. Donc, évidemment, la première étape quand on est aux études, c'est de prévoir ses études. Donc, comme disait une de mes profs pour le projet de thèse, là, finalement, une bonne thèse, c'est une thèse finie.
Donc, c'est ça votre premier but, là, tout d'abord. Alors, comment prévoir son cheminement universitaire? D'abord, je vous conseillerais de vérifier les cheminements types du programme d'études. Donc, évidemment, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Par exemple, quelles sont les dates limites pour l'inscription? Là, évidemment, vous êtes inscrit, donc probablement que vous les savez. Mais les inscriptions aussi aux différentes sessions, aux différents cours. Donc, il y a des cours qui sont offerts pas à toutes les sessions, particulièrement les sessions d'été. Donc, vous pouvez aller déjà voir à chaque année quels cours sont offerts et quels cours seraient intéressants. Donc, si par exemple, dans votre cheminement, vous devez faire 2 cours à option, optionnels, à ce moment-là, c'est bien d'aller s'informer quand est-ce qu'ils sont offerts, puis à quelle session vous devez vous inscrire pour les réaliser. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des stages à réaliser? Je sais que moi, quand j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM, on n'avait pas de stage en lien avec la maîtrise, mais au doctorat à l'UQAM, on a 2 stages à faire tout au long de notre scolarité. Et c'est habituellement ces stages-là, ça va vous prendre un certain temps, là, c'est un 225 heures, je crois, peut-être un peu moins. Donc, il peut s'étaler bien sur une session. Oui, Nancy? C'est 135 heures. 135. Ah, c'est ça. Donc, il peut s'étaler bien sur une session sur 15 semaines, mais ça vaut la peine de prévoir à quelle session vous voulez le faire. Donc, typiquement, les stages se réalisent l'été, mais ça ne vous empêche pas de le faire à l'automne ou à l'hiver si vous pensez que vous avez le temps là, par rapport à vos autres cours puis vos autres responsabilités. Et évidemment, est-ce que vous souhaitez poursuivre un cheminement à temps plein ou à temps partiel? Je vais peut-être vous donner un exemple. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, en soi, si jamais vous faites le doctorat réseau en éducation, puis là, c'est un exemple, mais j'imagine qu'il en existe pour différents programmes aussi. Donc, vous pouvez simplement, à l'UQAM, aller chercher programme, présentation, cours à suivre. Et vous avez une grille de cheminement type que vous pouvez aller chercher. Donc, ici, on vous montre quels sont les cours. Là, par exemple, le séminaire de doctorat à la première session, c'est recommandé de le faire. Et on a plusieurs exemples. Donc, le premier, c'est un parcours à temps complet sur 4 ans avec des études sur 2 ans. Donc, on considère que sur 2 ans, vos cours sont pas mal terminés, puis après, vous avez votre rédaction. Mais il y a d'autres possibilités aussi. Donc, temps complet 5 ans avec une scolarité sur 3 ans. Qui sont plusieurs exemples. Puis, on a aussi un exemple en 6 ans. Donc, si jamais, dépendamment du temps que vous pensez que ça va vous prendre, ça peut vous être utile pour voir où est-ce que vous pourriez placer vos cours dans votre cheminement selon ce qui a été proposé. Puis, évidemment, vous voyez, le cours au choix peut se faire autant à l'hiver de la première année qu'à l'hiver de la 4e année. Ça va être à vous de déterminer en fonction de vos priorités. Donc, je vais repartager le PowerPoint. Voilà, alors c'est toutes des questions que vous devez vous poser, là, à savoir, finalement, vous attendez un cheminement comment? Puis évidemment, la vie nous réserve des surprises. Donc, le plan sur 5 ans va avoir tendance à changer avec le temps et vous devez le mettre à jour. Mais il faut quand même y penser. Et petit point important, prévoyez les délais. Puis ces délais-là, des fois, c'est des non-dits, ça dépend des départements, ça dépend des études. Par exemple, quelles sont les dates limites pour les comités d'admission et d'évaluation, le SCAE à l'UQAM? Donc, le SCAE se rencontre une fois par mois. Donc, si vous voulez faire votre collecte de données dans 2 mois, il va falloir que ça passe à une rencontre, une réunion. Donc, nécessairement, vous devez être prêt. Vous pouvez les marquer dans votre plan sur 5 ans. C'est quand ils se rencontrent, puis à quel moment je dois envoyer mes documents finalement pour que ça soit accepté. Est-ce qu'il y a des demandes éthiques à faire? Donc, si vous faites de la recherche juste documentaire, pas de problème, il n'y en a pas à faire. Ou même chose, si vous inscrivez dans le projet d'un professeur, souvent la demande a déjà été faite. Mais si jamais vous faites votre propre projet et vous travaillez avec des êtres humains, ce qui est le cas de pas mal tout le monde, vous allez devoir avoir une certification éthique à faire. Donc, ça aussi, ça prend du temps, ça prend quelques mois. Il faut le prévoir. Et je vais mettre le dernier point, là, les exigences pour la constitution du jury, parce que j'ai eu particulièrement de la difficulté. Mais quand on a un jury, soit de thèse ou de mémoire,
les personnes qui font partie du jury ne peuvent pas avoir travaillé avec votre comité de direction depuis les 3 dernières années. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir autant seul, mais aussi avec votre comité de direction. Donc, voir quelles seraient les personnes qui seraient possibles à choisir pour siéger sur votre jury. Puis, parce qu'évidemment, il faut faire des propositions qui seront acceptées par le SCAE. Donc, petite chose à retenir, s'il y avait une chose, là, je vous dirais, le jury, pensez-y. Et ensuite, on va plus passer à planifier les étapes lui-même du projet de recherche. Donc, on a parlé des cours. Maintenant, votre recherche, comment vous allez le faire? Donc, quel est le type de recherche que je veux réaliser? Habituellement, ça, c'est quelque chose pour laquelle on a une assez bonne idée, là, qualitatif, quantitatif, que ce soit habituellement pas trop longitudinal quand on est étudiant, là, mais de différents types. Puis, les 3 premières étapes, souvent, c'est fait au travers des cours. Hein. Donc, vous allez avoir à décider de c'est quoi votre problème. En fait, à quoi votre recherche va venir répondre, la problématique. Vous allez devoir identifier les concepts qui sont au cœur même de votre projet. Donc, par exemple, dans le cas du mien, c'était la qualité éducative et c'était quoi les services éducatifs à l'enfance. Et vous allez devoir décider de comment vous le faites. Donc, votre méthode, tous les outils, le temps de collecte, les consentements que vous allez devoir avoir. Donc, ça, habituellement, ça se fait dans la première année de maîtrise et souvent les 2 premières années de doctorat. Mais après ça, vous êtes autonome à savoir quand est-ce que vous collectez vos données, quand est-ce que vous les analysez et finalement, quand est-ce que vous rédigez votre discussion, donc qui est de mettre en lien vos résultats avec votre problématique et votre cadre théorique, les études que vous avez ressorties. Donc ça, c'est des points importants et généralement, ça prend beaucoup de temps à faire. La collecte de données, quand habituellement on est un projet qualitatif, on a un petit peu moins de participants, donc elle se fait plus rapidement, mais l'analyse de données prend beaucoup de temps. Donc, il faut lire ou réécouter tout ce que les gens disent, faire des analyses thématiques. Et c'est souvent l'inverse au niveau quantitatif. Donc, la collecte prend beaucoup de temps parce que, par exemple, dans mon cas, on en avait 90 à faire. Mais après ça, les analyses se font un petit peu plus rapidement parce qu'il y a des logiciels qui sont utilisés pour ça. Donc, ce temps-là, prévoyez-le dans votre horaire. Vous allez être à 100 dans votre recherche ou du moins un bon pourcentage de votre énergie va passer là-dessus. Si jamais, je remets ici en fait le lien vers le livre que vous connaissez probablement toutes, qui est sorti récemment là, de l'équipe de recherche, la recherche en éducation. Si jamais vous êtes encore à réfléchir sur c'est quoi votre type de recherche, quelles sont vos méthodes, vos outils, il y a plein d'exemples dans ce livre-là, puis c'est vraiment intéressant pour se donner un contexte là, avant de partir. Donc, je crois que je laisse la parole à Laurie-Marlène pour cette section. Oui, donc en plus de tout ce qui concerne le cheminement académique, il y a plein d'éléments qui peuvent être un peu planifiés en lien avec les demandes de bourse, de subventions et les services à la collectivité. Donc, pour ce qui est des bourses, je pense que c'est des gros morceaux, puis des morceaux assez importants à essayer le plus possible de placer justement dans cette planification-là. En se posant plusieurs questions, là, notamment quelles sont les principales bourses qui sont offertes et pour lesquelles vous pouvez soumettre un dossier de candidature, et quelles sont les dates d'échéance pour les demandes, notamment pour les bourses gouvernementales comme le CRSH, la FRQSC. Les demandes se font 1 an à l'avance. Donc ça, vous pouvez tout de suite le mettre dans votre calendrier pour être sûr de ne pas louper les dates. D'une année à l'autre, les dates sont assez semblables, ce qui vous permet quand même de prévoir pas mal où vous allez les placer. Mais bien sûr, ça vaut la peine de retourner voir sur chacun des sites pour avoir les dates exactes là, lorsque vous vous approchez des échéances. Ensuite, il y a toutes les bourses de l'UQAM, donc plus internes, les bourses des associations étudiantes, les bourses de l'équipe. Donc, il y a comme ça vaut la peine, je trouve, à un certain moment de son parcours, de faire le tour de tout ça. Puis même s'il y a des bourses pour lesquelles on n'est peut-être pas toujours éligible au moment où on regarde,
exemple, certaines bourses de la Fondation, il faut avoir complété un certain nombre de crédits. Bien, ça nous permet d'anticiper à quel moment on va pouvoir prévoir postuler pour ces bourses-là. Vous voyez qu'il y a toutes les principales bourses qui ont été répertoriées. Okay, donc, les bourses des organismes subventionnaires, le montant, les dates limites, approximatives avec les liens vers les sites. Ensuite, il y a aussi les bourses du gouvernement, les bourses de la Fondation de l'UQ et d'autres bourses ici. Fait que là, il y en a un certain nombre qui sont répertoriés, mais en allant sur le RIB, vous pouvez accéder à toutes ces bourses-là. Les bourses des associations étudiantes, notamment la DES et la EXCED au cycle supérieur. Donc, il y en a un certain nombre ici. C'est peut-être pas complètement exhaustif, mais ça vous donne quand même des bons points de repère. Les bourses destinées aux femmes, donc au sein de l'équipe, c'est particulièrement pertinent, je pense. Donc, il y en a certaines ici qui sont répertoriées. Étudiantes et étudiants étrangers. Ensuite, des bourses avec des thématiques particulières de projets de recherche. Des bourses pour différentes activités aussi, colloques, stages à l'étranger. Puis là, je n'ai même pas mis les bourses de l'équipe Petite Enfance que vous pourriez vouloir ajouter à ce document-là. Mais tout ça pour dire que je pense que ça vaut la peine à un certain moment de faire ce tour d'horizon-là, de voir lesquelles apparaissent les plus pertinentes pour vous, pour votre projet. Un autre élément qui est à considérer, c'est en quoi consiste le dossier à monter. C'est intéressant d'y réfléchir un peu à l'avance parce que, par exemple, pour les bourses des organismes subventionnaires, c'est des dossiers qui sont assez substantiels à monter. Donc, si, par exemple, la bourse est à déposer en octobre, il faut généralement se mettre à planifier tout ça durant l'été. Okay? Donc, de prendre quelques mois d'avance pour monter le dossier parce qu'il faut des lettres de recommandation. Il demande de détailler le projet de recherche envisagé sur un certain nombre de pages avec des références. Donc, c'est pas juste une demi-page rapide qui se fait la veille. C'est une démarche qui est assez longue. Vous voulez le faire relire par votre comité de direction, etc. Donc, ça vaut la peine d'anticiper un peu ce que ça représente en termes de temps. Je voulais juste ajouter le fait que quand vous planifiez des demandes de bourse pour des organismes subventionnaires comme le FQRSC, CRSH, vous devez vous y prendre d'avance pour, oui, vous, mais aussi pour nous. S'il vous plaît, avisez-nous pas à la dernière minute, parce que d'une part, on doit réviser vos demandes pour vous aider à faire des demandes gagnantes. On les corrige, on les bonifie, on les améliore. La lettre, ce n'est pas toujours ce qui nous prend le plus de temps, mais il faut quand même qu'on ait le temps de la planifier. Puis, s'il vous plaît, lorsque vous nous envoyez de l'information sur une bourse, mettez tout dans le même courriel. Toute l'information dont nous, on va avoir besoin pour faire la bourse, parce que pour remplir le formulaire de recommandation, puis ça arrive très souvent, là, tu sais, qu'on nous envoie un truc, puis là, il en manque, puis là, puis, tu sais, nous, on a souvent 10 à 15 étudiants qu'on dirige, pas les 10 et les 15 qui font les demandes de bourse, mais on en a beaucoup. Fait que si vous voulez être sûr d'avoir une lettre de recommandation qu'on va avoir pris le temps de réfléchir et de rendre positive pour aider votre demande de bourse à passer, mais prévoyez d'avance. Tu sais. C'est sûr qu'on va le faire si vous nous l'envoyez la semaine d'avant, mais ce ne sera peut-être pas très personnalisé, tu sais, parce qu'il faut y penser. Donc, c'était ça que je voulais ajouter. Merci, Maud, de m'avoir donné la parole. Merci, Nathalie, pour ton intervention. Puis je rajouterais aussi une chose que j'ai commencé à faire relativement récemment, là, dans la dernière année, quand je fais une demande de bourse, et souvent dans les demandes de bourse, vous connaissez les critères d'évaluation dépendamment du type de bourse. Donc, quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous voulez me faire une lettre de recommandation, vous pouvez ajouter les critères en disant, moi, dans mon dossier, voici ce qui répond aux critères. Donc, ça aide beaucoup les profs de déjà, je ne sais pas, excellence académique, j'ai une moyenne de 4,23 sur 4,3. Donc là, les profs peuvent déjà aller chercher ces informations-là dans le courriel, puis faire une lettre qui est beaucoup plus personnalisée, puis qui est beaucoup plus en cohérence aussi avec votre dossier, en fait. Puis j'ajouterais aussi que parfois, ils demandent une ou deux lettres. Puis quand c'est 2 lettres, les gens que vous allez solliciter pour faire les lettres de recommandation vont probablement pas pouvoir témoigner des mêmes choses. Fait que si vous
vous faites la stratégie que Maude vous propose, c'est-à-dire de mettre en évidence les éléments qui sont pertinents, ça vous assure de couvrir, de faire en sorte que vos 2 lettres soient bien complémentaires et non redondantes, tu sais. Et donc, de couvrir plus d'éléments à mettre en valeur. Fait que ça, c'est une bonne chose à faire aussi. Un autre élément à intégrer à votre planification, c'est réfléchir à votre plan de diffusion de connaissances qui peut se faire principalement de 2 façons, donc par des communications ou par des articles. Et donc, pour ce qui est des communications, vous pouvez déjà commencer à réfléchir aux congrès, aux colloques qui seraient les plus pertinents pour vous, soit pour présenter les premières étapes de votre projet de recherche. Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir des résultats à présenter. Ça peut être la méthodologie que vous anticipez, puis là, vous la présentez sous forme de poster. Ça vous permet de recueillir des commentaires. Donc, peut-être de placer stratégiquement certains types de communication à différents moments de la réalisation de votre projet. Ça peut être souhaitable. Donc, si vous voulez avoir du feedback sur la méthodologie que vous envisagez, placez-le à un moment stratégique avant votre collecte de données, ce qui pourrait vous amener à la lumière des commentaires, des discussions que vous auriez avec d'autres chercheurs, à faire des petites modifications, notamment. Ensuite, pour présenter vos résultats de recherche, là, ça pourrait être sous la forme d'une communication orale. Donc, tu sais, il y a différents éléments auxquels vous pouvez réfléchir pour placer ces morceaux-là. Souvent, les congrès scientifiques ont lieu à une même fréquence, puis à des dates assez semblables d'une année à l'autre, je dirais à plus ou moins 1 mois d'habitude. Donc, vous pouvez quand même essayer de les prévoir, même si la date exacte est sujette à être un peu adaptée. Donc, planifiez les événements qui sont majeurs dans votre domaine. Essayez de voir d'une année à l'autre les dates de soumission ressemblent à quoi. Parce qu'il ne faut pas juste prévoir le moment où vous allez faire la communication, mais aussi le moment typique où vous êtes appelé à soumettre pour pouvoir faire cette communication-là. Donc, généralement, c'est un abstract de demi-page qui est soumis à un comité organisateur qui juge de la qualité de ce que vous avez présenté, puis qui dit, oui, vous pouvez présenter ou non, malheureusement, on ne veut pas que vous présentiez. Donc, il faut aussi prévoir cette espèce de soumission-là, le temps que ça va vous prendre pour la rédiger, puis tout ça. Il y a peut-être un intérêt aussi à vouloir viser un équilibre entre des communications plus locales, nationales et internationales, dépendamment de l'objectif qui est visé par la présentation, et aussi un certain équilibre entre des communications scientifiques et des communications qui s'adressent davantage à des publics professionnels. Okay? Donc, selon l'objectif que vous avez, encore une fois, donc que ce soit de diffuser des connaissances scientifiques à un public de chercheurs ou de vous adresser à des professionnels, notamment en petite enfance, le type de colloque puis les choix que vous allez faire vont être un peu différents. Ensuite, au niveau des articles, c'est un peu le même principe. C'est peut-être un petit peu plus dur à planifier, mais moi, je me souviens que quand j'avais commencé ma maîtrise, je me disais qu'au terme de ma maîtrise, je voulais avoir fait un article scientifique. Puis au terme de mon doctorat, je voulais en avoir fait 3, on va dire, ou 2. C'est peut-être une bonne chose d'essayer d'anticiper un peu ça, notamment si vous voulez éventuellement postuler pour un poste de professeur, mais il faut que vous ayez un dossier de publication relativement convaincant, je dirais. Donc, ça vaut la peine de prévoir ces gros morceaux-là parce que les articles scientifiques, ça prend du temps à écrire. Puis pas juste à écrire, ça prend beaucoup de temps avant qu'il soit publié. Okay? Donc, à partir du moment où on soumet l'article scientifique, je ne sais pas si je devrais dire ça comme ça parce que c'est un peu décourageant, mais parfois, il y a à peu près la même quantité de travail qui reste à faire, même après la soumission. Ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, tout dépendant des commentaires qu'on reçoit des réviseurs. Parfois, il y a des modifications qui sont assez substantielles à faire, puis répondre aux commentaires qui sont formulés par les reviewers, ça prend quand même du temps. Donc, c'est peut-être un peu moins long que d'écrire l'entièreté de l'article, mais ça demande un effort sur le plan de la réflexion, puis de la façon de formuler les réponses aux commentaires qui est
somme toute, assez important. Donc, ça aussi, ça vaut la peine de le prévoir. Bien sûr, on ne peut pas planifier ça de manière super précise, mais de se dire, ben, je ne sais pas, moi, j'aimerais publier une revue de la littérature en lien avec mon cadre théorique. Donc, je ne sais pas, au terme de mon cours sur le cadre théorique, je pense avoir suffisamment de matériel pour produire quelque chose d'intéressant. Donc, je pourrais penser soumettre quelque chose vers cette date-là. Puis là, de planifier ça, puis espérer peut-être que le processus de révision soit terminé vers cette date-là. C'est dur de planifier ça avec exactitude, mais ça nous donne une idée d'un horizon de publication. Après, ben, même chose pour les résultats de votre projet de recherche. Vous pourriez dire, il y a 1 ou 2 articles qui pourraient émerger au terme de ma collecte pour présenter les résultats. Mais ce qui est difficile au doctorat, c'est que si on fait seulement prévoir des articles scientifiques en lien avec les résultats de notre recherche, ben, on termine le doctorat en n'ayant comme pratiquement rien publié. Fait que je pense que ça vaut la peine peut-être d'essayer de voir quelles sont les autres opportunités de publication qui s'offrent à vous durant le parcours pour pas justement finir un doctorat en faisant juste être en train de soumettre des articles, mais ça fait en sorte qu'il n'y a comme pas beaucoup d'éléments qui paraissent au dossier à ce moment-là. Donc, pour être en mesure de faire ça, bien, il y a notamment la stratégie de se dire, je vais publier sur mon cadre théorique, je vais prendre part à d'autres projets de recherche en parallèle qui vont me permettre de m'impliquer dans différentes publications. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire une thèse par article aussi, mais avec certaines contraintes que ça peut apporter? Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est parlez-en avec votre comité de direction pour voir si c'est peut-être la meilleure stratégie à adopter. En parler aussi avec son comité, mais les membres de son équipe de recherche pour voir quelles opportunités peuvent s'offrir à vous. Est-ce qu'eux, ils auraient des idées pour vous guider justement dans la réalisation de différentes publications? Si vous en parlez, je pense que ça risque de décupler ces opportunités-là, de contribuer à des publications scientifiques. Puis là, je parle de publications scientifiques, mais il y a aussi des articles professionnels que vous pouvez produire, qui, eux, s'adressent à un public professionnel. Donc, c'est des articles qui sont significativement plus courts. Généralement, c'est 2-3 pages. Et vous pouvez les soumettre à des revues dont le public correspond aux gens à qui vous avez envie de vous adresser. Et on a mis 2 exemples. En petite enfance, bien, il y a notamment la revue préscolaire pour ceux qui s'intéressent à des thématiques en lien avec le préscolaire. Il y a aussi la revue Le Furet, avec qui l'équipe a développé un certain nombre de collaborations assez récentes, mais qui risquent d'être intéressés à ce que des étudiants de l'équipe soumettent des revues dans les mois à venir, je pense. Et il y a également un projet de revue en petite enfance que je ne veux pas spoiler, là, pardon, donc je ne vais pas m'approprier ça, mais donc Nancy et Maude pourront vous en glisser un mot tout à l'heure. Puis après, bien, à droite, on a mis 2 couvertures de revues scientifiques en petite enfance, mais tu sais, il y en a vraiment plusieurs. Puis encore une fois, lorsque vous vous posez la question où soumettre, bien, parlez-en avec votre comité de recherche qui généralement vont vous soutenir dans les publications parce qu'ils risquent d'être en mesure de bien vous aiguiller là, vers des revues qui sont susceptibles d'être très pertinentes pour l'article que vous voulez publier. Donc voilà, encore une fois, équilibre scientifique professionnel. Puis peut-être un autre élément que j'aurais à dire. Quand on veut soumettre un article scientifique à une revue scientifique, il y a plusieurs critères à considérer, mais l'un de ces critères-là, c'est notamment la qualité de la revue à laquelle vous allez soumettre. Là, il y a plusieurs indicateurs de cette qualité-là, notamment la maison d'édition, plein de choses que vous pouvez considérer parmi un certain nombre de critères dans votre tête au moment de sélectionner la revue. Il y a des revues dans lesquelles c'est plus difficile de publier, notamment des revues qui ont un facteur d'impact élevé. Puis moi, ce que j'ai aimé faire, c'est un peu personnel là, comme réflexion, mais c'est souvent une espèce de rapport aussi coût-bénéfice que je mettais dans cette réflexion-là.
C'est-à-dire que je ciblais 3 ou 4 revues en me disant, ben ces revues-là, je pense que ce seraient des bons vecteurs de diffusion pour l'article que j'ai en tête. Puis là, il y en avait dans lesquels j'évaluais mes chances que l'article soit publié comme étant faible et d'autres plus élevées. Mais je me disais peut-être que ça vaut quand même le coup que je soumette aux revues qui sont plus compétitives parce que sait-on jamais, je trouve que mon article est bon, puis pourquoi pas. Puis je pense que ça vaut la peine d'essayer, sauf dans le cas où cette revue-là a un format d'article qui est vraiment tellement différent que si l'article n'est pas accepté, ça me demande vraiment beaucoup de modifications pour le soumettre à mon plan B. Dans ce cas-là, je trouve que le coût est vraiment élevé pour un potentiel bénéfice vraiment faible. Alors peut-être que j'irai tout de suite au plan B. Mais si le plan A, pour lequel les chances sont peut-être plus petites, demande un format qui correspond assez bien au format du plan B, ben là, le coût n'est pas très élevé. Donc, ça vaut quand même la peine peut-être de soumettre dans un premier temps à cette revue-là. Puis les revues qui sont plus compétitives donnent généralement une réponse assez rapide aussi parce que l'éditeur de la revue revoit les articles, puis souvent, il va dire non très vite. Donc, on ne perd pas tant de temps que ça pour recevoir notre non. Puis on a peut-être une chance de se faire dire oui, mais il y a comme cette espèce de considération-là très pragmatique qui, je trouve, vaut la peine d'être mise dans l'équation. Donc, c'est ça. Mais c'est un peu personnel. Peut-être que Nathalie aurait d'autres points de repère, elle, à partager, mais moi, généralement, c'est comme un des premiers éléments que je considère. Et puis peut-être pour ajouter, pour celles d'entre vous, là, je ne vous connais pas toutes personnellement, mais qui n'auraient pas beaucoup commencé les processus de publication dans dans des revues scientifiques, on y va souvent d'abord avec la thématique. Donc, tu sais, moi, j'étudie quoi là, dans mon article? Donc, est-ce que, je ne sais pas, l'éducation par la nature, est-ce que ça peut rentrer dans la revue Early Child Development and Care? Donc, est-ce que ça rentre dans la mission de la revue, dans la description de la thématique? Donc, ça, c'est la première étape qui va vous permettre de choisir, comme on a dit, 3-4 revues qui sembleraient être pertinentes. Puis après ça, vous pouvez consulter votre comité de direction ou l'équipe avec laquelle vous faites l'article pour voir, ben, est-ce qu'on vise justement, est-ce que vous connaissez des revues qui sont meilleures? Est-ce que les facteurs d'impact sont plus hauts? Est-ce qu'on vise plus haut ou plus bas? Mais aussi, des fois, il y a des revues que le temps d'attente pour être publié, c'est très, très long, comme 3 ans. Là. Donc, des fois, votre comité de direction le sait, ça, puis va vous dire, ben, écoutez, telle revue, on va la passer, même si elle semble intéressante, parce que ça va prendre bien trop de temps, puis à un moment donné, c'est comme on dit, là, les coûts-bénéfices s'équivalent pas. Donc, ça, puis si jamais vous voulez, il y a plein d'outils hein, pour vous aider à écrire des articles. Moi, j'ai ce livre-là, Writing Your Journal Article in 12 Weeks, donc qui vous vraiment, à chaque semaine, vous donne des petits exercices à faire. Donc, puis il considère aussi avec si vous avez déjà comme un plan d'article de fait ou si vous n'en avez pas du tout. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant si vous pensez, si vous êtes quelqu'un qui vous perd beaucoup dans la vie. Donc, des fois, d'avoir des points de repère puis des choses à faire à chaque semaine, ça peut aider aussi là, dans la folie, évidemment, de tout ça. Oui, Geneviève. Est-ce qu'il y a des coûts qui peuvent être associés aussi à la publication? Oui, bien, en fait, tu m'amènes vers un élément auquel je suis en train de réfléchir, justement. Je me disais, il y a un autre élément considéré qui est le fait de rédiger un article dans une revue en français ou en anglais. Puis parfois, ça peut être plus intimidant de rédiger un article en anglais, surtout si c'est le premier. Donc, dans ce cas-là, ben, il y a différentes stratégies possibles. Soit on essaie quand même de le rédiger directement en anglais, soit on le rédige en français, puis là, ben, on essaie a posteriori de le traduire soi-même, ou il y a des bourses qui existent pour obtenir du financement pour traduire un article du français vers l'anglais. Donc, ça répond peut-être un petit peu à ta question parce que ces coûts-là, parfois, qui peuvent être à prévoir.
Ou ensuite, il y a des coûts qui sont associés à la révision linguistique quand on soumet un article en anglais. Donc, même si on ne l'a pas fait traduire, on va, en tout cas, moi, je le fais tout le temps, là, on va l'envoyer en révision linguistique pour s'assurer que l'anglais est d'un niveau de qualité suffisant. Puis parfois, il y a des journaux qui exigent certains frais pour la publication, notamment quand l'article est en open access. Donc, ça aussi, c'est peut-être à prévoir dans le choix de la revue. S'il y a des coûts qui sont impliqués, il faut valider avec les professeurs qui chapeautent le projet, notamment, est-ce qu'ils auraient des fonds disponibles pour contribuer à la publication, ce genre de choses-là. Peut-être à noter, si vous avez un projet qui est financé par le FRQSC ou le CRSH, ils ont une politique d'accès libre à l'information. Donc, si vous souhaitez publier des articles, il faut soit que déjà la revue soit open access, donc que le public puisse y accéder gratuitement et facilement, soit que vous ayez la permission avec la revue avec laquelle vous faites affaire de déposer dans un dépôt institutionnel comme Archipel, je crois qu'il s'appelle UQAM. Donc, il y a ça aussi comme limite, mais même si vous ne payez pas le frais de Open Access, habituellement, vous êtes quand même capable de partager votre article sous format pré-publication à d'autres gens, comme sur ResearchGate. Donc, il y a quand même possibilité de faire sortir les résultats malgré qu'il y ait un paywall, comme on dit, là, à certaines revues. Un autre élément donc, à prévoir dans sa planification, c'est des services à la collectivité que vous pourriez vouloir faire pour avoir une implication, que ce soit au sein de votre université, donc ici on a mis à l'UQAM, ou à l'extérieur de l'université. Ces services à la collectivité-là peuvent prendre vraiment différentes formes. Puis il y a plusieurs objectifs que vous pouvez vouloir atteindre en ayant ces services-là, notamment si vous voulez si vous vous impliquez au sein de votre université, ça peut vous donner une vraiment bonne vue d'ensemble des structures, des rouages, du mode de fonctionnement, des comités de sélection, de la façon dont on rédige des demandes de subventions, de la façon dont certaines décisions se prennent à l'interne au regard des cours, des programmes, etc. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous souhaitez poursuivre une carrière au sein d'un milieu universitaire. C'est également des éléments qui sont très souvent considérés par les comités de sélection lorsque vous postulez pour un poste à l'université. Donc, quelle est la nature des implications que vous avez eues? À l'UQAM, c'est une des composantes de la tâche professorale. Quels sont les services à la collectivité? Donc, si vous êtes déjà en mesure de démontrer que vous avez des implications qui rejoignent l'une des composantes de la tâche professorale, ça fait un peu de vous une candidate qui répond déjà un peu à cette espèce d'exigence-là. Donc, ça peut donner encore plus de crédibilité à votre candidature. Qu'est-ce que ça peut être comme type de service à la collectivité? Au sein de l'UQAM, c'est des comités de programme, des associations. Dans le fichier que je vais vous partager tout à l'heure, j'ai mis certains éléments déjà qui peuvent être considérés, mais notamment au sein des associations étudiantes, associations au cycle supérieur, comité de soutien aux parents étudiants. Il y a le centre d'aide en français aussi, qui vous permet de vous impliquer de manière bénévole pour soutenir les futurs enseignants dans leurs compétences en français, le comité de programme de la maîtrise, mais il y en a un au doctorat également. Dans l'organisation d'activités scientifiques, je pense notamment au concours de vulgarisation de la recherche, le CEVRE. Donc, il y a comme plein de possibilités. Ça vaut la peine de les explorer, de voir ce qui vous parle le plus aussi en fonction de vos intérêts. Le temps que ça exige de siéger sur ces comités-là, ça peut être à considérer aussi. On me dit le comité d'éthique, ouais, c'est une autre alternative. Puis à l'extérieur de l'université, il y a les associations professionnelles, il pourrait y avoir différents OBNL, en petite enfance notamment, qui pourraient vous intéresser dans les milieux scolaires ou de la petite enfance, comme les écoles. Les possibilités sont très vastes. Les syndicats aussi, ça fait partie de Oui, c'est vrai. service à la collectivité. Si jamais ça vous intéresse, là, par exemple, les syndicats
des étudiants rémunérés, là. La CETU à l'UQAM, ça peut être ça aussi. Donc, choisir un cheminement de carrière, cette thématique-là sert à vous dire, tu sais, il y a plein de possibilités dans la vie. Puis, en soi, souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui entrent au cycle supérieur avec l'idée d'être professeur universitaire, puis c'est tout à fait correct. Mais on a plein de possibilités aussi, évidemment, dans l'université, mais vous n'êtes pas obligé d'être professeur. Vous pouvez être chargé de cours. Il y a des gens aussi des professionnels qui vont travailler à supporter les équipes de recherche dans leurs demandes, dans leurs activités. Vous pourriez travailler au niveau aussi du financement, là, du développement philanthropique des universités. Ça, c'est une possibilité. Évidemment, toutes les cégeps, donc vous pouvez donner des charges de cours, devenir professeur au cégep, dépendamment dans votre domaine s'il y a des branches à ce niveau-là. Les organismes gouvernementaux qui engagent aussi, là, donc tous les ministères, nous, plus particulièrement le ministère de l'Éducation, le ministère de la Famille du Québec, mais par exemple, j'ai fait un contrat de recherche pour Emploi et Développement social Canada. Il y a Statistique Canada qui peut engager des gens aussi qui ont travaillé en recherche. Donc, les organismes gouvernementaux sont très intéressants à travailler, puis ont d'ailleurs de très bonnes conditions de travail également, généralement. Il y a aussi des postes dans les organismes subventionnaires parce que vous faites des demandes au FRQSC, mais il y a des gens qui évaluent ces demandes-là. Donc, vous pourriez devenir la personne qui fait partie du comité. Donc, ça pourrait être intéressant si jamais vous aimez ça aussi, créer des programmes pour soutenir des étudiants, des personnes qui font des demandes de subventions. Il y a toutes sortes d'organismes à but non lucratif aussi qui peuvent offrir différents types d'emplois puis de gestion de projets de recherche ou gestion même de l'organisme lui-même. Et encore plus large, on a les organismes internationaux. Là, vous pourriez aller dans l'UNESCO, l'OCDE qui fait beaucoup de recherche en éducation. Donc, on a quand même une bonne variété d'emplois dans le fond, une fois que vous sortez des études supérieures. Dans les organismes gouvernementaux, la direction de la santé publique de Montréal engage beaucoup. Isabelle Lorrain, qui est dans notre équipe, a un doctorat en psychologie communautaire et travaille à la DSP de Montréal depuis aussi longtemps que moi que je suis à l'UQAM, là, je pense au moins 20 ans. Donc, et il y a des beaux projets de recherche à mener, là, fait que ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est un milieu de stage aussi pour les étudiants du doctorat, je le souligne. Puis d'ailleurs, par les stages, vous pouvez facilement trouver des opportunités d'emploi ailleurs que dans les universités ou même les organismes qu'on pourrait penser typiques. L'important, vous avez vu, il y a plein de possibilités, c'est d'avoir plusieurs plans parce qu'évidemment, vous le savez, si vous visez un poste de professeur, il y a beaucoup de compétition. Puis en général, quand on est rendu au cycle supérieur, on est des gens qui sommes très compétitifs parce qu'on aime bien avoir des hautes notes, on travaille fort. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prévoir des plans A, B, C, D, voire. Donc, si jamais le plan A ne marche pas, qu'est-ce que je fais ensuite? Donc, par exemple, si moi, mon plan A, c'est d'être professeur universitaire. Donc, je vais m'arranger pour justement développer les services à la collectivité, faire des demandes de bourse, donc gagner, faire des présentations orales, publier des articles. Donc, j'organise mon plan sur 5 ans dans le but d'être professeur universitaire. Mais je suis consciente qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Donc, si jamais ça ne marche pas, après mon doctorat, je n'ai pas de poste. Mais qu'est-ce que je peux faire comme plan B? Bien, moi, dans ma tête, mon plan B, c'était je pourrais faire un post-doctorat. Donc là, les demandes pour post-doctorat, c'est quand? Tu sais, ça arrive quand vers la fin de mon doctorat? Qu'est-ce qui ferait du sens? Donc là, le post-doctorat, c'est pas pire. On peut continuer en recherche, puis ça nous donne 2 ans de plus à peu près pour nous placer, continuer d'être sur le marché du travail, malgré qu'on n'aurait pas de poste. Donc, ça serait le plan B. Puis je sais que dans mon plan B, il faudrait qu'en août de cette année, je fasse une demande de postdoctorat au CRSH ou au FRQSC, du moins aux organismes subventionnaires. Donc, dans mon plan, c'était marqué. Et plan C, tu te dis, mettons que je suis vraiment malchanceuse et qu'après mon postdoctorat, je n'ai toujours pas d'emploi.
tu sais, moi, ça m'intéresserait d'aller dans les organismes fédéraux. Donc, je me suis inscrite aux listes d'emploi des organismes fédéraux. Donc, des fois, ils envoient des postes. Ah, il y a tel poste qui vient d'ouvrir à la commission scolaire de Sherbrooke pour regarder les études supérieures, par exemple. Donc, ça me permet de me tenir au courant des opportunités qui existent hors de mon cheminement qui serait idéal. Mais évidemment, je pense que il faut quand même être conscient que les opportunités, il y a beaucoup de compétition. Donc, dépendamment de ce que vous visez, vous devez orienter votre cheminement et être conscient que vous ne l'aurez peut-être pas, mais il y a d'autres plans qui sont tout à fait corrects et qui permettent aussi de s'épanouir autant en recherche ou d'autres aspects de votre identité professionnelle. Puis, je vous conseille de vous mettre une ligne du temps, un échéancier. Donc, par exemple, après mon doctorat, je me donne combien de temps pour me trouver un poste avant que je change de plan, c'est plan B. Donc là, à ce moment-là, ça va vous donner aussi, vous dire, ben, j'arrête quand? Puis, évidemment, ça va dépendre de votre aisance aussi dans la vie. Si vous êtes 6 mois sans emploi, ben, il y a des gens qui ont un petit peu d'argent de côté et qui peuvent se le permettre, puis il y en a d'autres que non. Et c'est tout à fait correct. À ce moment-là, vous vous mettez un échéancier qui fit avec votre contexte de vie pour question de ne pas non plus tomber en dépression et tout, ce qu'on ne voudrait pas. Alors, à vous de jouer. Donc, on va tenter l'exercice de rédiger une ébauche de plan sur 5 ans. Évidemment, aujourd'hui, les 15 minutes qu'on va travailler là-dessus, ça va être très vite. Donc, on ne vous demande pas de faire tout, mais ça va déjà partir peut-être une petite réflexion intéressante si vous voulez poursuivre là-dessus. Puis, on vous a mis des petits exemples de gros morceaux de ce qui pourrait se retrouver dans votre plan. Donc, on a les projets de rédaction avec les dates, tout ça, les limites d'examen ou de soutenance, vous aimeriez la faire quand? La soumission des conférences, quels sont les délais du marché du travail? Par exemple, je ne sais pas, ils embauchent quand les postes de professeurs? Est-ce qu'ils embauchent juste à l'automne? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez réfléchir. Les bourses. Et finalement, chose qu'on a moins parlé, mais peut-être que vous pourriez aussi avoir des objectifs de réseautage. Donc, par exemple, je voudrais aller dans au moins 4 colloques cette année pour rencontrer des gens, discuter de projets, ouvrir des opportunités. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être possible à faire.